Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Reprise des négociations entre la Somalie et le Somaliland. L'objectif pour les autorités respectives est de résoudre la question sur la réunification des deux territoires. Révision de la Constitution au Burkina Faso, le Parlement de transition a voté ce 30 décembre un projet sur l'officialisation des langues nationales au détriment du français. Et puis la chanteuse sénégalaise Mia Guissé a enflammé la scène de la Maison de la Mutualité à Paris. Elle était la guest star qui a assuré la première partie du concert de l'artiste international Pape Diouf, le leader de la génération consciente. Nouvel espoir dans les relations entre la Somalie et le Somaliland. Les négociations ont été reprises entre les autorités somaliennes et la région séparatiste du Somaliland. L'objectif est de trouver une solution de réunification des deux territoires. Ces négociations étaient restées en suspens après des années de tensions politiques et de blocage. Un sujet de Marie-Raphaël Tolo. Le 29 décembre 2023, un accord sur les mécanismes à mettre en place en vue de la reprise des négociations pour une réunion entre la Somalie et la Somaliland a été signé entre les autorités des deux parties. L'accord signé prévoit la mise en place d'une feuille de route pour des pourparlers d'ici à 30 jours, ainsi qu'une collaboration sur les questions sécuritaires et contre le crime organisé et l'engagement d'œuvrer conjointement pour la paix et la stabilité dans des zones de conflit. C'est une avancée notable vers le rapprochement de ces deux États. Il faut déjà rappeler depuis 1991, après le départ du président Siad Barre, la Somalie est confrontée à une instabilité chronique. Voilà, donc le Somaliland, aujourd'hui, qui est un jeune État qui a acquis son indépendance, bien que cette indépendance n'ait pas été reconnue par la communauté internationale de manière générale, peut contribuer aujourd'hui dans la lutte également contre la criminalité organisée, notamment le terrorisme, à travers un appui institutionnel en termes de renseignement, en termes de coopération militaire. Donc on peut déjà comprendre que c'est une avancée notable et le cadre de coopération pourrait peut-être aboutir, pourquoi pas, dans le cadre d'une union fédérale de ces deux entités aujourd'hui, qui constituent également des menaces réelles pour la stabilité de la Corne de l'Afrique. L'accord signé le 29 décembre 2023 fait suite à 2 jours de pourparlers sous la médiation du président djiboutien Ismaël Omar Guelleh, les premiers du genre depuis 2020, alors que les précédentes séries de pourparlers entre les deux parties ont eu lieu de manière intermittente entre 2012 et 2020, mais n'ont abouti à aucun progrès. Rappelons que le gouvernement du Somaliland avait proclamé son autonomie par rapport à la Somalie en 1991, mais n'a pas obtenu une large reconnaissance internationale de son indépendance. Rapprocher ces deux États, cela suppose déjà qu'au niveau du Somaliland, il y a eu des préalables en termes d'avancées liées aux libertés publiques, aux libertés d'opinion et essentiellement à la divergence d'opinion politique. Soulignant que les négociations reprennent alors que les tensions politiques se sont exacerbées courant 2023, conduisant à des violences meurtrières entre les forces du Somaliland et les milices claniques fidèles à la Somalie qui contestent l'autorité de la République autoproclamée. Plus de 200 000 personnes ont été déplacées depuis le début de ce conflit qui a également provoqué la mort d'environ 300 personnes. Au Burkina Faso, le président de la transition, Ibrahim Traoré, a annoncé ce dimanche 31 décembre la création de la première brigade de combat en 2024. Cette brigade aura comme principal objectif de multiplier les opérations offensives contre le terrorisme. Selon le président de la transition, cette action s'inscrit dans le cadre de la réorganisation de l'armée pour trouver des solutions aux problèmes sécuritaires qui durent depuis 2015. Toujours au Burkina Faso, le Parlement de transition a officialisé par vote ce 30 décembre l'utilisation des langues nationales en lieu et place du français qui sera désormais avec l'anglais uniquement des langues de travail. Le texte consacre notamment des changements dans la magistrature et une réforme des institutions. Catherine Gombaye. Au Burkina Faso, l'Assemblée nationale de transition a adopté le 30 décembre 2023 la loi portant révision de la constitution du pays. Le texte adopté par le Parlement consacre notamment des changements dans la magistrature, une réforme des institutions et la promotion des langues nationales.
Parmi ces changements majeurs figure l'officialisation des langues nationales en lieu et place du français, désormais relégué au rang de langue de travail au même titre que l'anglais. Que ceux qui sont ici à l'Assemblée nationale représentent chacun et chacune en ce qui le concerne une frange de notre peuple. Vous avez la Haute Cour de justice qui est désormais supprimée parce que le reproche qui lui est fait, c'est que depuis sa création, la Haute Cour de justice qui est chargée de juger les dirigeants politiques, à savoir le chef de l'État et les membres du gouvernement, n'a jamais jugé un seul dossier. Sa compétence est transférée à la chambre criminelle de la Cour d'appel, qui connaît déjà les dossiers de droit commun. Selon les autorités parlementaires, la nouvelle constitution devrait octroyer de nouvelles attributions au Conseil constitutionnel, qui en plus de ses missions traditionnelles sera désormais chargé de réguler le fonctionnement des institutions et l'activité des pouvoirs publics. D'autres innovations comprennent la constitutionnalisation de l'Agence nationale de renseignement en Conseil national de sécurité d'État et la réorganisation du Conseil supérieur de la magistrature pour y inclure des non-magistrats. Sur le plan judiciaire, cette nouvelle constitution va supprimer la Haute Cour de justice pour confier le jugement des responsables politiques aux juridictions ordinaires basées sur les réalités socioculturelles. Les États généraux sur la justice en 2015 ont estimé qu'il fallait faire entrer des personnes non magistrats pour effectivement doser le corporatisme qui se trouve à l'intérieur et qui empêche effectivement cet organe-là d'atteindre son objectif du point de vue déontologique. La loi portant révision de la Constitution votée par 64 voix pour 5 abstentions et 1 contre vient abolir la dernière Constitution qui date du 11 juin 1991. Avant sa promulgation par le chef de l'État, elle sera soumise au Conseil constitutionnel pour vérification de sa conformité aux dispositions de la loi relative au respect de la procédure de révision de la Constitution. Dans le reste de l'actualité, en République démocratique du Congo, 9 candidats à la présidentielle, dont Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Deli Sesanga et Denis Mukwege, appellent à la mobilisation des Congolais. Leur objectif, faire valoir l'article 64 de la Constitution pour dénoncer ce qu'ils qualifient de fraude électorale, sans pour autant contester les chiffres de la Commission électorale indépendante, chiffres provisoires qui accordent 73,34% des suffrages au président Félix Tshisekedi. L'opposition demande ainsi l'organisation d'un nouveau scrutin. Les détails dans ce sujet de Nathalie Mo. Le 31 décembre 2023, quelques heures avant la publication des résultats officiels de la présidentielle en République démocratique du Congo, l'opposition s'est réunie pour une conférence de presse. 9 candidats à la présidence, dont Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Deli Sesanga et Denis Mukwege, ont annoncé leur volonté de ne pas contester les chiffres de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI. Les chiffres provisoires du scrutin dévoilés par la CENI accordent 72,04% des suffrages au président Félix Tshisekedi. Loin cependant d'accepter la réélection pour un second mandat du chef de l'État, l'opposition exige la réorganisation du vote après une période de transition consensuelle. Nous déclarons ce qui suit. 1. Rejetons catégoriquement le simulacre d'élection organisé par la CENI du 20 au 26 décembre 2023 et ses résultats à tous les niveaux. 2. Exigeons l'organisation des vraies élections par une CENI effectivement indépendante à une date à convenir entre les parties prenantes. En RDC, l'opposition ne veut pas s'approprier le contentieux post-électoral. Refusant la voie de la saisine de la Cour constitutionnelle, les rivaux du président Tshisekedi misent sur le soulèvement populaire pour, selon eux, dénoncer les fraudes électorales. Ils appellent ainsi le peuple congolais à la mobilisation générale, les invitant à faire valoir l'article 64 de la Constitution. Ce texte donne droit à tout Congolais de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions légales. Demandons à notre peuple, dès la proclamation de la fraude électorale ce soir, de protester massivement dans la rue contre les Miyibi, les Bivi, Bamouissi, Banyibi, les voleurs de nos voix. La plupart des municipalités de la RDC ont émis des mises en garde contre des troubles après la proclamation des résultats définitifs de la présidentielle. À noter qu'un appel à une marche pacifique porté par Martin Fayulu le 27 décembre 2023 a connu une faible mobilisation vite circonscrite par les forces de l'ordre à Kinshasa. À noter qu'après sa réélection, le président Félix Tshisekedi, depuis le quartier général de son parti, a salué ses partisans
venu en masse pour fêter sa victoire au pouvoir depuis 2019. Il a été réélu pour un mandat de 5 ans. Selon la commission électorale, environ 18 millions de personnes ont voté lors de ces élections, avec un taux de participation de plus de 40%. Augmenter la couverture forestière de l'Érythrée à 10% au cours des 5 prochaines années, c'était l'objectif annoncé en 2022 par Kifé Apton, le directeur général de l'autorité érythréenne des forêts et de la faune. Pour l'atteindre, plus de 5,2 millions de plantes d'arbres auraient été mises à terre cette année. Les précisions de Sarah Yemele. L'Érythrée renforce ses actions en faveur de l'environnement. En 2023, plus de 5,2 millions de plantes d'arbres issues de 37 pépinières ont été mises en terre par les communautés, la société civile et le gouvernement. L'information a été révélée lors de la réunion annuelle d'évaluation des activités de l'autorité des forêts et de la faune sauvage de l'Érythrée. Une occasion pour les autorités érythréennes d'échanger sur les stratégies visant la réduction de la déforestation, des feux de forêt et de la désertification. Nous avons compris que la sécheresse ne va nulle part et j'ai bon espoir que le moment est venu pour chacun d'entre nous de travailler sur la sécheresse et non sur les périodes de sécheresse. Nous devons être préparés, nous ne devrions pas attendre que la sécheresse frappe, nous devrions agir avant qu'elle n'ait pris le dessus. Considéré comme l'un des pays les moins développés d'Afrique, l'Érythrée multiplie les initiatives pour mieux protéger sa faune et sa flore, en particulier dans les réserves. La préservation de la faune et de la flore est considérée comme un facteur de croissance économique. Dans le pays, la construction d'environ 7000 hectares de terrasses et la rénovation de plus de 4480 hectares ont été signalées, ainsi que la construction et la rénovation de systèmes de dérivation de l'eau pour un total de plus de 103 000 mètres cubes. Nous nous sommes promenés en promouvant le savoir indigène, en regardant d'où nous venons pour trouver une solution pour l'avenir. La guerre entre l'Éthiopie et l'Érythrée de 1998 à 2000 a gravement affecté l'économie de l'Érythrée. La croissance du PIB est tombée à zéro en 1999 et à moins 12,1% en 2000. La population érythréenne qui vit de l'agriculture explore les zones forestières pour pratiquer l'agriculture, extrait du bois de chauffage et des matériaux de construction, des plantes médicinales et autres. Ces pratiques non planifiées et non organisées ont contribué à la dégradation du couvert forestier et des écosystèmes. Le plan stratégique du pays pour 2024 vise à renforcer ces initiatives environnementales. À la page culture, l'artiste sénégalaise Mia Guissé s'est produite à Paris ce 31 décembre. La chanteuse a livré une prestation de haute couture pour la première partie du concert du chanteur international Pape Diouf. En pleine ascension, elle a quitté le groupe musical Les Mabos en 2022 pour se lancer dans une carrière solo, celle qui chante l'amour, qui plaide pour les femmes, a créé sa propre musique urbaine. Elle puise son inspiration auprès d'artistes de renom comme Youssou N'Dour ou Beyoncé. Elle est devenue en quelques années une artiste incontournable de la scène musicale sénégalaise. Je vous propose de l'écouter. Tout ce qu'il a fait pour le Sénégal en tant qu'artiste, donc il fait partie de nos mentors. Félicitations à lui. Ça me fait un énorme plaisir déjà de rencontrer ma communauté, la communauté sénégalaise qui se trouve à Paris. Et ça me fait vraiment un énorme plaisir de chanter pour eux. Et j'en profite pour leur souhaiter une bonne et heureuse année. C'est ma première fois en étant Mia Guissé, carrière solo. Donc je me sens super bien. J'ai fait un show de ouf. Je me suis vraiment amusée avec le public et voilà, je suis très heureuse d'être là. Comme je l'ai dit tantôt, ça me fait toujours un énorme plaisir de voir des fans qui sont là, qui chantent toutes les chansons et qui sont très heureux. Et ça me fait vraiment plaisir, un énorme plaisir vraiment de faire d'avoir fait ce spectacle pour eux. Ménéné Touti, je vous aime beaucoup. Vous m'aidez
à aller de l'avant, à vous m'encourager et merci pour ce soutien. Et je vous aime beaucoup. J'en profite pour vous souhaiter une bonne et heureuse année, une année de paix, de santé, réussite sur tous les plans. Je vous aime. Mouah. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.